Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Vous êtes l'un des piliers de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, prochain rapporteur du budget. On va parler de ce projet de loi de finances pour 2020 dans un instant. D'abord, quelques questions d'actualité. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les représentants du Conseil français du culte musulman. Il explique ce matin sur RTL qu'il veut faire en sorte que nos compatriotes musulmans puissent vivre leur religion tranquillement, en respectant toutes les lois, mais que c'est un travail à bas bruit. Tout de même, quand on voit la cacophonie qu'il y a eu ces dernières semaines, y compris au sein de votre majorité sur une question comme le port du voile, est-ce qu'il n'y a pas le besoin d'une parole forte du chef de l'État sur ces sujets ? Alors, vous le dites sur ces sujets. De quoi parlons-nous ? C'est là d'abord la première question. Le président de la République, il a été très clair quand on parle de laïcité. Il a dit sa position, son attachement à la loi de 1905 et à quel point on devait la protéger et la conserver de deux digues finalement. Construction de deux digues très importantes autour de la laïcité, que sont ceux qui veulent remettre en question la libre expression de la foi. On l'entend de plus en plus et c'est une mauvaise musique. Et puis ceux qui veulent faire de leur foi finalement une proposition de loi, si vous me passez l'expression, qui est une autre digue extrêmement importante à consolider. Et finalement, au-delà de tout ça, il y a plein d'autres problèmes qui sont dans notre pays aujourd'hui, que sont le communautarisme, la radicalisation, la structuration de l'islam, et c'est l'objet justement de cette rencontre ce matin avec la présidente de la République. Mais tous ces sujets, même s'il y a des connexions entre eux, nous le savons, mais tous ces sujets doivent être traités indépendamment, et certains, effectivement, avec un débat public plus prononcé que d'autres. Et bien, la structuration de l'islam, si on respecte justement la laïcité, c'est d'abord un sujet par les musulmans, pour les musulmans. Et c'est ça qu'a voulu dire le président de la République. On a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'ici. Vous parliez par exemple de la structuration de l'islam de France ou en France. Oui. Il y a eu des projets, on a cru plusieurs fois que le projet allait être mis sur la table et puis on ne voit rien venir. C'est vrai, ce n'est pas satisfaisant, vous avez raison. Toutes ces années passées à en parler et finalement on se rend compte que le problème est toujours un petit peu le même aujourd'hui. Y compris depuis le début du quinquennat. Y compris depuis le début du quinquennat sur cette question précise. Mais vous savez, encore une fois, si on respecte le principe de laïcité, il faut peut-être davantage dialoguer, respecter aussi ceux qui vivent leur foi de manière tout à fait normale et les accompagner dans une structuration de l'islam. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait des amalgames terribles entre le fait d'être musulman et tout de suite les termes de radicalisation ou d'islam politique. Or, une immense majorité de musulmans aujourd'hui ne se sentent pas du tout complices ou fidèles d'un islam politique. Donc il faut d'abord accompagner la structuration de cette religion, c'est ce qui manque probablement par rapport aux autres et nous le savons. Et derrière, ça permettra justement de mieux combattre des phénomènes de communautarisme qu'on vit tous plus ou moins, et moi dans ma circonscription en particulier, et qui peuvent devenir des vrais fléaux, notamment pour ces personnes, et puis bien sûr pour les valeurs de la République. Vous avez dit vous aussi votre attachement à la loi de 1905, mais est-ce qu'elle permet un financement du culte musulman indépendant de puissances étrangères qui portent parfois cet islam radical ou politique dont vous parliez ? Oui et non, si vous voulez, pas en tant que tel, mais il est naturel que la question du financement des mosquées, et notamment venant de capitaux étrangers, se pose. Et à un moment, il va falloir crever l'abcès et mettre effectivement autour de la table toutes ces questions-là. Je crois qu'à mon avis, le président de la République en aura un mot ce matin. Donc on peut le faire dans le cadre de cette loi de 1905 ou il faut envisager son évolution ? Moi, je ne souhaite pas qu'on fasse évoluer cette loi. Je pense que c'est très dangereux. Alors comment on se dégage de ces influences étrangères ? Eh bien, justement, en ayant une vraie structuration du culte musulman en France, qui aujourd'hui existe un peu, mais de façon tout à fait insatisfaisante, justement pour pouvoir se prémunir d'un certain nombre d'influences qui ne sont pas toujours souhaitables. Une nouvelle grève ce lundi à la SNCF, grève de 200 cheminots en dehors du cadre légal, dit la direction. Le trafic est très perturbé pour les TGV Atlantiques. Ça nous dit quoi du climat à la SNCF, ces mouvements en répétition ? Ça nous dit que ça ressemble étrangement à un fin de cycle de Guillaume Pépi qui se voit un petit peu attaqué de façon frontale par certaines organisations syndicales. On l'a vu avec ce détournement du droit de retrait la semaine dernière. On voit qu'on se dirige vers une sorte de grève perlée un petit peu curieuse et mal annoncée jusqu'au 5 décembre. C'est un abus du droit de grève, ces mouvements à répétition ? Non, mais il faut les regarder un à un. Il y en a qui sont tout à fait légaux, qui sont bien annoncés avec préavis, et puis d'autres, comme ce qu'on a vu la semaine dernière, qui ne le sont pas. Et là, il faudra sanctionner, parce que si on laisse faire, si vous voulez, des détournements de droit de retrait, c'est la chienlit. Et c'est absolument pas possible et pas responsable par rapport aux usagers de la SNCF, qui sont toutes les personnes qui ont besoin de prendre le train. Et comme par hasard, c'est souvent fait pendant les périodes scolaires. Donc, qu'on ait un débat d'ici le 5 décembre, qui est la grosse action
syndicale qui a été annoncée contre la réforme des retraites. Contre la réforme des retraites, aucun problème, bien sûr, c'est normal, c'est un rapport de dialogue social que nous devons avoir, mais que ce soit chaotique d'ici le 5 décembre avec des mini-grèves à répétition qui viennent juste finalement enquiquiner les usagers et qui n'apportent aucune solution autour de la table, je pense que c'est pas franchement responsable. C'est pas très spontané? C'est soit trop spontané, soit pas assez, ça dépend des cas. Si vous prenez la semaine dernière, c'était non seulement spontané, mais surprise même. Elle vous inquiète cette échéance du 5 décembre? Ça va être très très compliqué, la réforme des retraites pour les régimes spéciaux. Vous savez, moi je suis un social-démocrate convaincu. Aucune grève et aucun mouvement syndical ne m'inquiète à partir du moment où on sait dans quel cadre il est fait. C'est ça que je dis, c'est une question de forme. On sait depuis le début que cette réforme des retraites, ce sera une réforme difficile. On sait depuis le début que nous allons mettre fin à 42 régimes différents, avec des avantages, avec des inconvénients pour chacun d'entre eux. On sait depuis le début que ça va être une négociation qui va être complexe. Et on sait particulièrement depuis le début que les organisations syndicales, notamment les grosses centrales, vont avoir une discussion très franche avec Jean-Paul Delevoye. Et puis, branche par branche, ce sera aussi une discussion âpre à avoir. Mais je vais vous dire une chose très clairement, ça sera la dernière très grosse réforme de ce quinquennat, puisqu'elle va durer quand même sur un grand nombre de mois. Il nous faut absolument démontrer au pays que nous pouvons le bouger sur des réformes essentielles et nécessaires comme celle de retraite. Justement, Emmanuel Macron dit ce matin, il distingue les droits acquis d'une part, et puis d'autre part les nouveaux embauchés. Est-ce qu'on est déjà en train de lâcher du lest pour les ressortissants des régimes spéciaux? Non, parce que ça a toujours été assez clair, ça. Il y a une date qui va être mise en place pour les nouveaux, justement, bénéficiaires de ce régime de retraite. Il n'a jamais été question que ce soit pour les actuels. Tout ça a toujours été très clair. Et ce sera la même chose dans le privé? Que de distinguer les salariés en place et des futurs salariés? Mais ça, nous le verrons justement dans les prochains mois de concertation. Je crois qu'on ne laisse pas assez le temps à la concertation. On l'a dit, on n'a pas voulu mettre ce projet de loi sur la table du Conseil des ministres trop tôt, justement pour se permettre de bien entendre tout le monde et d'avoir ce temps de concertation. Ayons-le. Ne faisons pas de conclusions hâtives sur une réforme aussi lourde, aussi importante. Assumons qu'elle est complexe. Si on assume qu'elle est complexe, on assume la période de concertation. Mais si on assume la période de concertation, on la fait vraiment. Et on ne dit pas est-ce que c'est déjà réglé ou pas. Vous êtes donc avec vos collègues députés en plein examen du budget 2020. La partie dépenses arrive à l'ordre du jour. Est-ce que les vannes sont ouvertes pour répondre à la crise des Gilets jaunes? Non, les vannes ne sont pas ouvertes. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées par le président de la République suite au conflit social. Ces mesures, elles sont financées. Nous les avons votées. 17 milliards d'euros au total en faveur du pouvoir d'achat de nos ménages. 5 milliards d'euros notamment de baisse d'impôt sur le revenu. La fin de la suppression de la taxe d'habitation. Une très forte augmentation de la prime d'activité. Elle aura plus que doublé en 2 ans. Et ça, ce sont des vraies mesures pour le pouvoir d'achat, efficaces pour nos concitoyens. Et elles sont passées effectivement dans la partie notamment recettes de la semaine dernière en PLF et PLFSS. Là, nous votons les dépenses, c'est-à-dire ce que nous mettons dans tel ou tel ministère comme argent public, et c'est en ligne avec ce que nous avons toujours dit. Nous renforçons le régalien, nous renforçons le budget de la justice, nous renforçons le budget notamment de la sécurité, des armées, et puis, à côté de ça, nous renforçons aussi considérablement le budget pour la transition écologique et pour le ministère de l'Éducation. On met de l'argent, plus d'argent, là où on pense que c'est prioritaire pour protéger nos Français et pour investir dans les générations futures. Ça, et en face, où sont les économies? On a l'impression de ne pas les voir. On a ce chiffre notamment de 47 suppressions d'emplois dans l'ensemble de la fonction publique d'État. Oui, enfin il y en a aussi plus de 2000 à la direction des finances publiques par exemple. Donc il y a quand même des endroits où on fait des efforts considérables en réduction d'agents publics. Ce qui compte, c'est que si je vous dis qu'on rend plus d'argent aux Français d'une part, et qu'on protège mieux et qu'on finance mieux les ministères d'autre part, et que le déficit baisse en même temps, ce n'est pas une équation magique. Il faut bien qu'il y ait de la réduction d'argent public. Merci, les taux d'intérêt très bas, voire négatifs. Les taux d'intérêt négatifs sont une des composantes, nous ne s'en sommes jamais cachés, mais il y a aussi des efforts de rationalisation qui sont faits dans plein d'autres pans de l'action publique. Et donc ça permet justement d'être sérieux budgétairement, tout en baissant les impôts, tout en maintenant un certain nombre de ministères régaliens renforcés. Ce n'est pas une équation impossible à résoudre, c'est juste qu'il faut savoir, à un moment, réduire la dépense publique, ou en tout cas la contenir, dans les endroits où il y a probablement des synergies à faire. Vous aviez annoncé votre intention de lancer une chasse aux niches fiscales, pas facile à dire. On en est où? Quel est le bilan à l'issue de l'examen de la partie recettes? Le rapporteur général du budget, Joël Giraud, a fait un travail remarquable qui date depuis son rapport d'application de juillet dernier. Il a notamment fait un amendement qui finalement a évolué dans le temps, mais qui avait pour mérite de lister l'ensemble des niches fiscales où soit nous manquions d'informations, soit il y avait manifestement des abus de l'optimisation, soit son efficacité par rapport à
à son objet initial était pas démontré. ou plus démontré dans le temps. Et bien ça, nous avons soit supprimé quelques niches, soit borné dans le temps, qui est une méthode très efficace pour les évaluer, toutes les niches fiscales pour lesquelles nous n'avions pas l'information de la part de Bercy. Et ça, c'est une très bonne façon de se dire, si la niche fiscale devient caduque en 2022, par exemple, d'ici 2022, on a besoin de l'information pour démontrer non seulement qu'elle existe toujours, et surtout qu'elle a un intérêt. Sinon, la niche fiscale tombe. Le gouvernement est prêt à restreindre l'accès à l'aide médicale d'État, la fameuse AME. D'après le JDD, l'idée serait d'instaurer une carence de 3 mois de présence en France avant de pouvoir en bénéficier, notamment pour les demandeurs d'asile. Est-ce que vous y êtes favorable ? On a toujours dit qu'on ne toucherait pas à l'AME, et il ne faut pas confondre modifier un certain nombre de paramètres d'entrée ou des corrections d'abus, parce qu'il y a aussi des abus à corriger. Avec là, ce serait un moyen d'éviter des abus, justement ? C'est une manière de rendre le mécanisme peut-être plus sûr et d'éviter un certain nombre de contournements, probablement. Mais vous savez, moi je ne veux pas faire de l'AME un grand totem sur lequel on se fixerait. Toute aide sociale, honnêtement, a besoin en France d'être un petit peu revisitée, un petit peu renettoyée, parce qu'il y a toujours des abus. Et honnêtement, c'est juste normal quand vous mettez un système de prestation, quel qu'il soit. Mais il y a toujours des gens qui vont un petit peu tricher, un petit peu frauder, et d'autres justement qui ne le touchent pas assez par manque de connaissances. Et bien c'est tout ça qu'il faut essayer de recalibrer. L'AME en fait partie, mais en aucun cas le dispositif d'aide médicale d'État n'est remis en question. Dernier point, votre collègue socialiste Christine Pires-Beaune veut déplafonner la rémunération des indiques du fisc. Elle est actuellement limitée à 1 million d'euros. Vous y êtes favorable ? Je dis à Christine Pires-Beaune, comme à tous mes collègues qui proposent ce genre de mesures, trouvez-moi les économies en face et puis on pourra en discuter, parce que nous voulons un budget équilibré. Merci beaucoup, Laurent Salin. Merci à vous.